vote pour la Marina. Le Bénin est au rendez-vous de son destin. Le 12 avril prochain, des millions de nos concitoyens se rendront aux urnes pour choisir celui qui présidera aux destinées de notre nation pour les 7 prochaines années. Dans cette effervescence démocratique, l'heure n'est plus au simple slogan, mais plutôt à la confrontation des idées et à la clarté des engagements. Aujourd'hui, nous recevons le porte-flambeau du duo qui se présente comme l'alternative du dialogue, de la cohésion nationale et de la gouvernance de proximité. Avec son binôme, il porte les couleurs de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, avec une ambition réconcilier les fils et filles de ce pays autour d'un projet de société qu'il qualifie de réaliste et salvateur. Nous allons donc ensemble décortiquer leurs solutions sur l'économie, la sécurité, l'éducation ou encore la liberté de la presse. J'ai le plaisir donc de recevoir sur ce plateau M. Paul Rompert, candidat à la présidence de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'offrir cette opportunité. C'est un plaisir. Pour conduire justement cette émission, je ne serai pas seul, je serai avec ma collègue Carole Olaye. Carole, bonjour. Bonjour Ulrike Gaba, bonjour ou bonsoir chers amis téléspectateurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Alors Ulrike Gaba, avant d'entrer dans l'analyse de leur projet de société, intéressons-nous d'abord à ceux qui le portent. Qui sont Paul Rompert et Judicaël Onwuanu? Quel est leur parcours? Quelles sont leurs trajectoires politiques? Leur portrait pour mieux comprendre les hommes derrière la candidature, c'est tout de suite. Acteur discret mais structurant de la scène politique béninoise, Paul Rompert s'inscrit dans une trajectoire croissante. Maire de Bopa pendant 7 années consécutives, il a été mis sous les projecteurs avec son entrée au gouvernement de Boni Yayi aux fonctions de ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Alphabétisation. Cette expérience au sein de l'appareil d'État lui permet de consolider son profil institutionnel et de se forger une réputation de gestionnaire rigoureux et loyal. Président Paul Rompert, comme on a communément l'habitude de l'appeler Sen, notre scène, c'est un président qu'il faut pour ce pays. C'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant. C'est un monsieur rassembleur. Un monsieur qui ne dit pas tout pour moi, rien pour les autres. C'est quelqu'un comme ça qui peut être père de famille. Il a été un homme intègre, patient. C'est comme le nouveau président Maga qui est en train de revenir. C'est cet esprit-là, l'esprit d'unité, l'esprit de construction, tout en gardant tout ce qui a été fait de bien depuis les autres présidents jusqu'au président Talon. Il est un homme qui rassemble toutes les forces possibles, toutes les opinions, quelles que soient les diversités, quelles que soient les ethnies, quelle que soit la nationalité, pour que le Bénin soit un indivisible. À la faveur de l'alternance politique, il s'impose progressivement comme une figure centrale de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Dans un contexte marqué par des tensions internes et une recomposition du paysage partisan, il accède à la tête du parti à l'issue d'un processus contesté par une frange des militants demeurés fidèles à Boni Yayi. Cette prise de leadership constitue un tournant majeur. Il incarne désormais une ligne politique davantage institutionnelle et légaliste au sein de l'opposition. Il est d'ailleurs le premier chef de file reconnu de l'opposition. En 2021, il franchit une étape supplémentaire en se positionnant comme candidat à la vice-présidence de la République dans le cadre d'un ticket soutenu par la FCBE. Cette participation au scrutin présidentiel confirme son inscription dans le jeu électoral national tout en mettant en lumière les défis liés à son ancrage
populaire. À l'horizon 2026, Paul Onkpe amorce une nouvelle phase de son engagement politique en se portant candidat à la magistrature suprême. Sa démarche s'appuie sur un discours centré sur la restauration démocratique, la justice sociale et la réconciliation nationale, traduisant une volonté de repositionnement stratégique dans un contexte politique en constante évolution. Voilà, retour en plateau après le portrait du duo candidat. Et nous sommes toujours avec Paul Rompet. Dites-nous, le 12 avril est déjà à nos portes. Pourquoi votre ticket est-il, selon vous, le seul capable de garantir la stabilité du Bénin tout en répondant à l'urgence sociale qui frappe des millions de ménages au Bénin? Oui, bien sûr, je crois que d'abord, notre candidature n'est pas dans la droite ligne de la gouvernance qui est là. Nous avons été, durant ces 10 ans de l'opposition, nous n'avons pas, disons, la même appréciation des choses, les mêmes programmes. Et donc, au lieu de la continuité, nous pensons qu'il faut vraiment changer et offrir d'autres solutions aux problèmes qui se posent à nos compatriotes. Et donc, c'est ce qui justifie le fait que notre ticket soit le meilleur ticket, étant donné que c'est deux duos qui s'affrontent, l'un pour la continuité, l'autre pour donc changer. Eh bien, nous pensons que notre candidature est la solution. En dehors de ça, vous savez que euh, les institutions actuelles de notre État relèvent d'un seul camp, le Parlement, les gouvernements locaux, etc. Et cela ne garantit pas l'expression démocratique qui est le choix, n'est-ce pas, que le peuple béninois a fait depuis 90. Donc, au regard de tout ça, un pouvoir exécutif aux mains d'un camp pourrait permettre d'équilibrer les choses. Alors, Monsieur Rompin, vous avez défini des axes prioritaires et vous mettez en première ligne l'éducation et la santé. Quelles sont les raisons qui justifient ce choix? Je crois que euh, le monde évolue assez vite et, et tout repose aujourd'hui sur la science euh, et la technologie. Donc, tout ce que nous pourrions faire pour le développement de notre pays, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, doit se reposer sur la formation et l'éducation. Nous pensons que c'est d'abord l'humain, l'homme qui est le véritable moteur du développement. Et donc, depuis toujours, notre économie s'est reposée sur euh, des pratiques un peu dépassées. Et donc, pour aller à une véritable transformation, il faut que, donc, que l'homme béninois soit préparé. Et il y a également beaucoup de défis aujourd'hui et qui font que il faut absolument que nos populations soient mieux préparées pour être plus résilients et être en mesure donc d'innover, de créer et d'être donc de véritables acteurs de développement. Oui. Donc, Parlons justement de l'éducation, puisque là, nous parlons éducation. Quel- Comment comptez-vous véritablement, concrètement, transformer le système éducatif pour qu'il réponde aux besoins de l'emploi sur le terrain? vous savez que notre population accroît de façon prononcée. Et donc, pour que nous puissions être un pays à la pointe de la technologie, il faut y mettre beaucoup de moyens. Question de moyens d'abord. En dehors de ça, il faut que nous ayons des formateurs bien avertis, bien préparés, techniquement au point, pour assurer une bonne formation de notre jeunesse. Donc, ceci reste un problème. Vous savez que le personnel enseignant aujourd'hui est en difficulté majeure, totalement démotivé,
ne pouvant donc pas donner le meilleur de lui-même dans une condition pareille. Et donc, pour nous, il faut, en mettant plus de moyens, recruter, former et surtout doter nos centres de formation des infrastructures appropriées. Et donc, la petite enfance pour nous reste une préoccupation majeure. Pour être un citoyen résilient, capable donc d'entreprendre, de faire face aux difficultés, d'être un véritable agent de développement et surtout un véritable patriote, il faut déjà que la petite enfance soit façonnée. Donc, il faut créer plus d'écoles maternelles et faire en sorte que l'accès soit obligatoire à tous nos petits-enfants et surtout l'école primaire. Donc, en dehors de ça, les catégories de personnel qui sont créées et qui constituent de véritables problèmes aujourd'hui euh, doivent, disons, faire place à deux catégories de personnel, des contractuels et des fonctionnaires d'État. Lorsque le personnel, l'enseignant est bien entretenu, est bien formé et payé comme cela se doit, je crois qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nos enfants soient mieux formés. Si nous parlons de l'enseignement maternel, de l'enseignement euh, primaire, le secondaire également doit forcément être beaucoup plus technique. Je crois que le pouvoir en place s'est lancé dans ce programme. Il va falloir continuer et améliorer et faire en sorte que nous ne fabriquions plus des chômeurs, des gens qui ne peuvent pas s'adapter aux réalités de l'emploi Al alors dans notre pays. monsieur Roupet, vous parliez de l'enseignement obligatoire. Comment pouvez-vous rendre, l'enseignement primaire et public obligatoire? Comment pensez-vous le rendre obligatoire? Bon, je dis, nous allons rendre l'enseignement maternel et primaire obligatoire. Peu importe que le parent choisisse d'envoyer son enfant dans un privé, Mmh. mais c'est obligatoire que tous les enfants béninois prennent pas la maternelle et le primaire. C'est obligatoire. Le comment, c'est de créer les infrastructures, de faire les recrutements et de financer. Et les moyens pour le faire sont là. Les moyens à mettre dans l'enseignement sont là. Il suffit de revoir les salaires politiques, de supprimer les nombreuses agences créées et de faire en sorte que les charges de l'État soient diminuées. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous mettons l'argent qui aurait pu servir à former notre jeunesse. Oui. Vous mettez l'accent justement sur les enseignants, sur l'enseignement en général, mais au cœur de l'enseignement, il y a l'enseignant lui-même, l'homme qui travaille pour pouvoir partager ses connaissances. Comment comptez-vous améliorer, ou plutôt restaurer la dignité et la motivation des enseignants, surtout ceux-là qui sont souvent au cœur des crises sociales? D'abord, il n'y aura plus d'AME. Il faut arrêter avec ça. Il y aura une reconversion ou I- i- carrément on va supprimer? il faut reconvertir, il faut recaser, il faut que les gens se sentent à l'aise dans le métier. Deuxièmement, euh, il faut faire de l'enseignement un cas spécial. Il faut créer un statut particulier du corps enseignant, du bas jusqu'en haut. Donc, je crois que ça a été fait déjà au niveau supérieur. Il faut le faire également au niveau secondaire, au niveau primaire. Donc, un personnel motivé et payé et comme cela se doit à l'indice réel. Et vous savez, les avancements sont bloqués, et les gens réchignent, et puis tout ça là constitue des facteurs de toutes les façons. Nous avons déjà proposé que au cours de notre gouvernance, le dialogue, les discussions avec les travailleurs seront euh, au rendez-vous. Il faut discuter, il faut mettre à l'aise les gens, il faut résoudre leurs problèmes et faire en sorte que, ne serait-ce que ce secteur-là, qu'il n'y ait plus de grincement dedans.
Alors, Monsieur Rompin, votre projet mentionne l'accès aux soins de qualité et à moindre coût. Alors, dites-nous, comment pensez-vous garantir la présence des spécialistes qui manquent déjà dans les milieux urbains, plus dans les milieux ruraux au Bénin? Au fait, ce n'est pas euh, les, les praticiens qui manquent, c'est pas ces médecins de qualité qui manquent. Mais nous constatons que tous ceux qui sont formés chez nous quittent le pays pour aller exercer ailleurs. C'est un véritable problème. Donc, la fuite des cerveaux. Il faut retenir nos compatriotes et faire en sorte qu'ils exercent leur métier sur En place. quoi faisant? C'est d'abord la motivation. Il faut faire en sorte que les gens se sentent à l'aise chez eux. C'est quand ça ne marche pas, quand on estime que les gens sont sous-payés, etc., que les gens cherchent à aller chercher ailleurs. Il faut faire en sorte que tous ces médecins-là, vous savez, allez en France, vous allez voir les médecins béninois en nombre extrêmement important. Et donc, ça va même au-delà de la santé. Et vous allez en Guinée aujourd'hui, c'est nos compatriotes qui vont chercher de l'emploi là-bas, mais on ne fait rien pour donc retenir ces compatriotes-là. Je crois que si l'État met les moyens qu'il faut pour donner des formations de pointe, parce que là, euh, c'est une question de l'éducation aussi. L'État doit mettre l'argent qu'il faut pour que le citoyen reçoive la compétence qu'il faut. Et quand c'est comme ça, il faut un contrat et faire en sorte que les gens, une fois formés, ne fuient pas le pays. Parce que former n'est pas facile. Et tous ceux qui sont partis là ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas bénéficié des investissements de l'État. Comment ils font un retour sur investissement de l'État. Ce n'est pas en fuyant le pays, ce n'est pas en allant travailler. Donc, je reviens à votre question pour dire que les techniciens ne manquent pas, les spécialistes ne manquent pas. Il faut les retenir, les recruter, les rassurer et faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur pays. Oui, Monsieur Palompère, vous mettez beaucoup plus l'accent sur les moyens dans vos réformes sanitaires, mais dites-nous, entre construire des hôpitaux et réhabiliter, équiper l'existant, quelle sera, vous, votre priorité absolue si éventuellement le peuple vous accorderait sa confiance? De mon point de vue, lorsque on attaque les maladies à l'origine, elles sont plus faciles à guérir. La cherté donc de coûts de soins, les médicaments et autres font aujourd'hui que lorsque les gens sentent qu'ils sont malades, ils attendent d'essayer des méthodes, faire de l'automédication par exemple. Et c'est quand ça s'aggrave maintenant qu'on cherche à aller. En ce moment, les complications sont déjà au rendez-vous. Or, le commun de nos compatriotes n'a pas le minimum pour aller dans des hôpitaux spécialisés de renommée. Alors, moi, je pense qu'il faut euh, créer de petits centres. Entre-temps, c'était dénommé des UVS. Aujourd'hui, ça se mélange un tout petit peu avec des relais communautaires, etc. Je crois qu'il faut garantir l'accès primaire aux soins de santé en ayant des unités de santé proches des populations. Vous ne pouvez pas, après avoir eu une petite blessure chez vous, vous rendre dans un grand centre. Ça peut se régler à côté. Vous sentez une petite courbature, vous pouvez aller voir l'aide-soignant qui est dans un coin, dans votre village ou dans votre quartier, lui poser le problème. À ce niveau, l'État peut mettre un certain nombre de produits, de médicaments. Je pense que les produits sous-génériques peuvent servir à ce niveau pour tenter de régler les problèmes de maladie à l'étape primaire, avant d'aller vers Nous n'allons pas construire de grands hôpitaux 5 étoiles, mais nous ferons en sorte que les plateaux techniques soient améliorés. C'est de ça qu'il s'agit, que nous ayons des soins de santé à la portée, n'est-ce pas, du coût de vie, du niveau de vie de nos populations. Donc, nous pensons au grand nombre
et non faire de notre société une société de privilégiés. Alors, Monsieur Paul Roupin, nous allons aborder un second pan de votre projet de société que nous résumons en économie, industrie et agriculture. Quelle est votre stratégie pour passer d'une agriculture de subsistance à une véritable agro-industrie créatrice de valeur ajoutée? Notre agriculture a beaucoup de problèmes. Euh, il faut aller à d'autres méthodes de culture améliorées, soutenues par la mécanisation. Mais il y a un problème qui se pose au plan foncier. Euh, euh, les terres sont telles que si nous n'allons pas de façon courageuse à des réformes, il n'y aura jamais d'espace cultivable. Vous allez voir que, il y a des gens qui s'approprient les terres parce qu'ils ont peut-être peur d'aller mettre leurs sous dans les banques et qu'on découvre qu'ils ont détourné, qu'ils ont eu maladroitement des sous, vont acheter des terres, mais qui ne cultivent pas. C'est là. Alors, lorsque nous avons défini les zones agricoles, après étude donc des filières qui peuvent être supportées par ces localités, il faut trouver les formules pour que les terres soient disponibles. Nos jeunes ont envie d'aller à l'entrepreneuriat agricole, mais ne peuvent pas disposer des terres. Ça pose un problème. Comment est-ce qu'ils peuvent s'acheter, alors qu'ils sont au début, les terres, pour donc aller à l'agriculture? Alors, à ce niveau, il faut vraiment réfléchir pour trouver les formules pour donc garantir l'accès à la terre, pour donc que il y ait de véritables entrepreneurs agricoles. Maintenant, il faut faire en sorte que le secteur soit libéralisé. Le monopole dans ce secteur tue. Donc, nous allons faire en sorte que, en soutenant les entrepreneurs agricoles, en offrant ou subventionnant les machines agricoles, qu'il y ait un bon encadrement donc sur le terrain, avec un recrutement de spécialistes et qui soient aux côtés donc des producteurs pour donc les aider à faire face à tous les problèmes. Vous savez, au nombre des problèmes qu'il y a, c'est le changement climatique. Alors, il faut donc encourager des retenues d'eau pour qu'il soit possible donc de faire des cultures de contre-saison. Je crois que c'est autant de choses qu'il faut faire en faisant la promotion d'autres filières et, et qui nous permettent donc de soutenir notre économie et de garantir l'autosuffisance alimentaire chez nous. Également, il faut un système d'assistance aux producteurs. Il arrive des moments où le producteur a des produits sous la main et qui n'arrive pas à, à céder. Vous allez au nord aujourd'hui, vous allez voir que eux tous ont stocké du maïs, mais qui n'arrivent pas à vendre. Parce Et que qu'est-ce qui peut être fait extrêmement moins cher. Non, les facteurs sont là. Il y a d'abord les problèmes que nous avons avec les pays voisins qui ne nous permettent pas de déverser le trop-plein sur leur marché. Il faut que nous ayons un système de rachat, de constitution donc de réserves tampons pour donc permettre aux producteurs de ne pas, disons, s'endetter après avoir mis tout cet effort à produire. La transformation donc de nos produits reste également un défi majeur à relever. Si la possibilité de transformer n'existe pas, je crois que le producteur risque d'être découragé et d'abandonner des filières, alors que cela peut nous permettre donc d'avoir des devises. Oui. Dans votre projet de société, vous insistez sur l'attirance des investisseurs étrangers tout en protégeant les petites et moyennes entreprises locales. Dites-nous comment ça peut se faire? Il faut dire que nous avons beaucoup à faire pour régler les problèmes d'emploi, de transformation. Nous ne pouvons pas avoir toute la technologie chez nous. Donc, il faut d'abord que le climat des affaires euh, permette donc aux citoyens d'investir et de faire venir également des investisseurs étrangers. Euh,
Un pays qui n'est pas industrialisé n'est pas aujourd'hui ne peut pas être compté parmi les pays qui se développent. Donc, nous allons faire en sorte qu'il y ait effectivement des investisseurs étrangers et qu'il leur soit garanti la possibilité de s'épanouir dans notre pays et de nous aider à transformer nos produits. Et il faut protéger effectivement les nationaux, il faut les protéger, c'est vrai, mais cela ne doit pas, disons, nous amener à créer le monopole et faire en sorte que la loi du marché ne permette pas aux producteurs, n'est-ce pas, de pouvoir rentrer dans ce qu'ils ont investi et de faire Est-ce que vous ne des craignez pas qu'à bénéfices. un moment qu'il y ait une sorte de concurrence déloyale qui sera désavantageuse pour les petits producteurs, les petites et moyennes entreprises, Bon, ceux-là qui n'ont pas les grands moyens? de toutes les façons, l'investisseur étranger qui vient et qui est venu avec des financements n'a pas le soutien de l'État en termes de subvention, d'injection directe de l'argent. Alors que les nationaux peuvent trouver des opportunités à partir du soutien direct de l'État. Et donc, il faut tenir compte de tout ça pour que nous ne fermions pas, qu'on ne décide pas d'évoluer en vase clos, qu'on reste ouvert à l'étranger tout en protégeant ceux de chez nous par des subventions, des interventions directes pour donc les relever. Il faut que nous quittions l'étape de petits producteurs pour devenir de grands producteurs. Et c'est dans la concurrence que les gens vont s'émuler et améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Monsieur Paul Rompin, nous savons tous des actions ont été concrétisées pour visant la survie du Béninois lambda. Parlant du coût de la vie face à l'inflation, quelles mesures immédiates prendrez-vous pour soulager le panier de la ménagère dès vos 100 premiers jours? Il faut qu'on tienne compte des produits de grande consommation. Et nous connaissons le Béninois, on sait à peu près ce que nous consommons. Il faut faire en sorte que si c'est des produits qui viennent de l'extérieur, que les taxes appliquées sur ces produits diminuent. Voyez-vous, il faut euh, revoir le système des impôts et taxes qui sont prélevés au cordon douanier et faire en sorte que les produits qui sont déversés dans notre pays soient d'abord contrôlés et que les prix soient adaptés à nos réalités, au coût de vie donc du Béninois. Vous voyez, euh, vous prenez des exemples simples de produits de grande consommation, l'huile végétale par exemple. L'huile végétale coûte extrêmement cher au Bénin, plus qu'au Togo à côté. Et lorsque le citoyen se permet d'acheter ne serait-ce qu'un bidon, eh bien, ce véhicule-là est garé et le citoyen perd donc son produit. Cette protection en faveur des raffineries locales pénalise le citoyen. Donc, il faut faire en sorte que, tout en protégeant, que nous puissions donc permettre à nos compatriotes de vivre. Si au Togo à côté, les gens sont autour de 20 000 le bidon et que nous, on est à 28 000, etc., ici, il faut automatiquement revoir le système pour que nous offrons le minimum à nos compatriotes. Au-delà de ça, c'est que des produits de chez nous sont en abondance actuellement. Vous prenez le maïs, c'est les producteurs qui se plaignent et disent que c'est moins cher. Donc, ça ne permet pas aux producteurs de rentabiliser son travail. Il faut quand même les aider. Par contre, quand le maïs coûte moins cher, d'autres produits sont extrêmement chers. Vous prenez le riz, etc., etc. Donc, en dehors de ce qu'il faut euh, encourager certaines filières qui donnent des produits de grande consommation tels que le riz, le maïs, les niébés et autres, il faut que le déficit qu'il y a soit bien cerné et que en exportant, nous puissions, disons, alléger un peu les coûts pour que ce soit accessible
aux concitoyens. Alors, les taxes et les impôts sont des réformes portées sous le régime de la rupture. Qu'est-ce que vous proposerez aux Béninois dans ce secteur-là? Je crois que il faut faire en sorte que euh, la poche du citoyen ne saigne pas trop. Ou que si nous devons maintenir la propension, cette tendance, il faut une autre façon de retourner au citoyen, donc ce qui lui est arraché sous d'autres formes. Euh, supporter le coût de soins de santé, par exemple, l'éducation, etc. Et ça pourrait faire que le citoyen va trouver une certaine compensation sur, mais les redressements fiscaux qui font couler les entreprises. Vous savez, il y a plusieurs qui ont fermé. Et c'est extrêmement grave. Euh, Quelles sont les entreprises nationales qui opèrent convenablement aujourd'hui? Il n'y en a plus. Et donc, il faut faire en sorte que, eh bien, que les impôts ne tuent pas les initiatives, ne tuent pas les entreprises. Et donc, nous ferons en sorte que nous ayons une fiscalité appropriée qui encourage et qui soutienne les initiatives et euh, protège nos entreprises. Oula. Paul Rompin, vous êtes aspirant au fauteuil présidentiel pour diriger le pays et vous savez très bien que le pays est constitué en partie des jeunes. Vous promettez de l'emploi pour les jeunes. Dites-moi, à peu près combien de postes comptez-vous créer par an et dans quel secteur prioritaire? Bon, je ne veux pas faire comme au temps de nos aînés. Il y a un qu'on a bien connu, Théo, il dirait qu'il a avancé des chiffres d'emplois à créer. Je sais tout ce que ça a créé par la suite. Non, mais Non, vous êtes sûr que vous pouvez avancer des chiffres, il mais faut travailler à consommer nos jeunes qui sont là. L'emploi reste le problème majeur aujourd'hui. Plusieurs, d'ailleurs, ont été supprimés. Des gens qui, hier, avaient normalement leur emploi et qui sont devenus chômeurs en cours de route parce que il y a eu que ces entreprises ou ces sociétés ont été supprimées. Donc, il faut protéger l'emploi, l'existant. Protéger l'emploi, est-ce à dire que vous allez faire revenir les retraités d'office déjà sous la rupture? Ça dépend. Il y en a qui ont des problèmes majeurs parce que renvoyés précocement pour une raison ou une autre. Les agents du MAEP, du ministère de l'Agriculture, ils sont des milliers qui ont été renvoyés, qui cherchent à retrouver absolument leur emploi aujourd'hui. Bon, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais ceux qui peuvent être récupérés, parce que 10 ans après, certains ont déjà acquis de l'âge et qui ne peuvent plus retourner dans la fonction publique. Mais ceux qui n'ont rien trouvé et qui sont encore en âge d'être utilisés dans la fonction publique, il va falloir trouver une formule pour eux. Protéger l'emploi, pour moi, c'est d'abord supprimer la loi sur l'embauche ou la relire de sorte à protéger l'emploi. C'est-à-dire qu'il est trop facile aujourd'hui de renvoyer le travailleur. Pour une raison ou une autre, ton responsable, ton employeur décide de te renvoyer et tu ne peux pas. Semble-t-il que ça devrait permettre aux investisseurs de venir ici. Non, il faut protéger le citoyen, protéger son emploi. Donc, cette loi-là, c'est une loi polémique, il faut revoir ça. Et maintenant que eh, nous avons besoin de réorienter la jeunesse euh, en les poussant vers l'entrepreneuriat, il faut les encadrer, les amener à là. Et puis, trouver des formules pour donc les aider. Vous savez qu'il n'y a pas de banque d'investissement, etc. Donc, il faut trouver une formule pour permettre que les jeunes aillent à l'entrepreneuriat. Deuxième chose, vous avez fini les études qui sont restées des études beaucoup théoriques, etc. Il faut maintenant que les gens aillent dans des stages pour se perfectionner. Nous allons faire en sorte que les entreprises qui consommeront plus de jeunes et qui leur permettraient d'acquérir des compétences pour être utiles dans les entreprises, il faudrait que nous puissions trouver une formule euh, qui les encourage. On peut agir sur les impôts et faire en sorte qu'ils aient d'intérêt à permettre les stages des jeunes.
nous ferons en sorte que des startups soient financées. Il ne faut pas qu'en formant, les gens pensent que c'est l'État qui doit consommer, l'État a ses limites. Et donc, il faut que chacun se mette dans la tête qu'il doit être son propre employeur. Une jeunesse résiliente, combative et créatrice et qui doit être, disons, soutenue par l'État. Nous allons parler à présent culture, artisanat et tourisme. Dites-nous, quelle politique de financement comptez-vous mettre en place pour que l'artisanat béninois s'exporte? Notre artisanat s'est spécialisé dans la fourniture de prestations, de services. C'est-à-dire que si vous êtes couturier, vous attendez que quelqu'un vienne vous donner son tissu, son pagne, pour lui confectionner une tenue. Non, il faut aller au-delà. Pendant que nous importons des vêtements, qu'on aille chercher des friperies, etc., et, les prêt-à-porter, etc., où leurs marchandises viennent de l'extérieur. Non, il faut que les gens soient dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire faire, confectionner, et produire pour conquérir maintenant les marchés locaux, régionaux et puis Internationaux? internationaux. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut que l'artisan soit. Et donc, pour ça, il faut continuer l'encadrement. C'est-à-dire, il faut les doper. Il faut affiner leurs compétences en leur donnant plus de formation. Les financements aujourd'hui ne sont pas faciles. Il faut que l'État, des structures qui accompagnent les artisans et les aident à se spécialiser, à étendre donc leur activité. Je, C'est-à-dire que vous serez également prêt à payer les artisans mensuellement? je sais pas cette affaire de paiement. Quand l'État ne vous a pas recruté, comment l'État peut euh, euh, vous payer un salaire? Je crois que ça, ça ne me paraît pas réaliste. C'est des subventions, c'est des soutiens qu'il faut donner en termes de formation, d'encadrement et puis d'appui pour ouvrir notre artisanat sur le monde extérieur. Mais par rapport aux artistes, c'est-à-dire au monde culturel, Tout à fait. je crois que c'est une machine extrêmement importante qui consomme beaucoup de concitoyens, mais qui également constitue notre identité. Il faut qu'il y ait un bon encadrement et un soutien à travers des fonds qui seront créés. Il faut rouvrir les salles cinématographiques et que les maisons de production soient soutenues pour donc que nous offrons, hein, sur le marché des produits de qualité. Nous devons avoir une attention particulière à la sécurité, bien sûr, des œuvres culturelles. Ça se pose un peu partout comme un problème. Si vous ne surveillez pas, il y a des œuvres qui doivent être préservées, mais si vous ne savez pas faire, quelqu'un vient acheter, met dans un truc, et puis bon, il voyage avec pour aller donc exposer dans les musées de l'extérieur. Je crois que la protection doit rester et il faut donc sécuriser les domaines de nos musées, etc., etc. Monsieur Paul Roupin, vous avez été au cœur des enjeux culturels au Bénin pour avoir occupé le poste du ministre de la Culture, de l'Alphabétisation et du Tourisme. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour assurer la survie des artistes, des artisans au soir de leur vie, puisque nous savons cette couche de la société ne vit pas réellement de leur art au Bénin. Il faut assez de soutien, assez de subventions. Nous le faisions à travers le fonds d'aide à la culture. Je crois qu'aujourd'hui, les hommes du monde culturel ne se retrouvent plus dans la façon d'octroyer ces aides-là. Il faut revenir à une formule qui les arrange, qui bon, les prend en compte en termes d'implication dans la décision. Je crois que aujourd'hui, la consommation des œuvres culturelles reste un problème majeur. Et lorsque le citoyen
est déjà pauvre, euh, vit dans la misère, il peut consommer quoi? C'est les statues, les tableaux qu'il va pouvoir acheter, aller mettre dans sa maison. Lui pense déjà à ce qu'il va manger. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la musique, la protection reste euh, peu fiable. Et donc, mais les œuvres là sont consommées facilement par les autres sans que on ne puisse, disons, les acheter. Donc, il faut trouver la manière pour que, à travers le Bibédra, qu'il faut rénover, que les artistes vivent donc de leurs œuvres. Il faut absolument que le fonds d'accompagnement soit mieux doté et que euh, l'État contribue à la consommation donc des œuvres. Monsieur Paul Rompet, c'est vrai que vous vous accentuez beaucoup plus sur le volet social dans votre projet de société, mais vous insistez aussi sur le plan politique parce que vous parlez d'un climat assez tendu. Et dites-moi, vous prenez une politique de rassemblement. Quelle sera votre première action pour décrisper la tension politique ou le climat politique actuel? Le tableau est clair. Nous ne sommes plus ensemble. Les Béninois sont divisés. Eh ben, c'est à cause de la politique appliquée depuis 10 ans. Et donc, il y a eu beaucoup de réformes, des réformes courageuses. Et il y en a qui sont positives. Je suis pas nihiliste, moi. Et il y en a d'autres qui ont créé des graissements de dents. Il faut absolument que, très tôt, que nous allions à une assise, que les Béninois se parlent et que nous puissions, disons, discuter de ce qui nous oppose. Ça va apaiser le climat. Monsieur Paul Rompet, qu'est-ce qui nous oppose aujourd'hui concrètement? Ce qui nous oppose, c'est la déformation de notre démocratie. On est allé à des révisions tendancieuses de la Constitution. Ce n'est pas accepté de tous. Lequel d'entre vous accepte que les dirigeants fassent 7 ans? Vous êtes convaincu que pour développer ce pays-là, que le président fasse 7 ans? Vous avez donné votre caution à ça? Il y a eu des changements majeurs dans notre Constitution qui n'ont pas été partagés, discutés. Je crois que si nous allons à cette assise, les Béninois pourront s'exprimer. Et je crois que à la suite de cette assise, il faut amener les Béninois à aller à un référendum sur leur constitution, de mon point de vue. Deuxièmement, euh, il y a des questions qu'il faut absolument avoir le courage des gens qui sont en prison. Des gens qui sont en prison. Les Du fait, prisonniers politiques. les prisonniers politiques. Qu'on dise qu'il n'y en a pas, c'est faux. Il y en a. Il faut régler ça et vraiment les sortir de là. Des gens ont été obligés de fuir le pays pour avoir eu le courage de se prononcer d'une certaine manière sur les questions politiques. Nous pensons que en nous asseyant de façon collégiale et euh, consensuelle, nous allons régler ces problèmes-là et faire en sorte que tous les Béninois se retrouvent et que chacun soit libre de vivre dans son pays. Et donc, les réformes qui facilement débouchent souvent sur des parlements monocolores doivent être revues pour que notre Parlement euh, soit le lieu d'expression. Justement, parlant de ces réformes institutionnelles, voulez-vous dire qu'aujourd'hui, que vous envisagez, si vous étiez élu, et Paul Rompet, vous envisagez réviser le système des parrainages ou le code électoral afin que les élections deviennent plus inclusives au Bénin? Bien sûr, tout est ensemble. C'est un tout. En allant discuter, en allant à une assise nationale, c'est pour discuter de tout. Et le parrainage sous cette forme, vous comprenez ce que ça peut créer d'ici, je ne sais pas si c'est 5 ans, si c'est 7 ans, dans 7 ans. Mais vous n'avez pas eu de difficulté à en avoir. Vous savez, euh, il aurait été meilleur pour nous d'avoir nos propres parrains que d'aller tendre la main pour l'avoir. Et donc, ce qui est normal, c'est que chaque chapelle politique soit en mesure donc de se parrainer.
pour contourner la difficulté, surtout que le Parlement relève d'un seul camp, il faut qu'il soit possible que les électeurs parrainent. Dans d'autres pays, on demande que celui qui n'a pas un parti représenté à l'Assemblée, qui n'a pas des maires, etc., des élus, qu'il aille vers les citoyens. Il y a bien d'autres personnes, d'autres citoyens qui auraient pu être candidats, portés par donc le peuple. Là maintenant, ce n'est pas possible. Donc, nous pensons que pour éviter les frustrations, il faut aller revoir tous ces dispositifs et faire en sorte que lorsque quelqu'un a des idées de développement et qu'il trouve qu'il peut être utile à la nation, que pour n'avoir jamais participé aux élections ou pour n'avoir pas donc des élus dans son parti, soit totalement écarté et toute sa vie donc de la possibilité d'aller proposer ce qu'il veut proposer à la nation. Il faut revoir, de mon point de vue. Oui. Monsieur Paul Rompet, quand vous dites aujourd'hui qu'il faut changer, réformer tout ce qui a été fait, surtout quand on parle là, du système de parrainage et tout ce qui a suivi, est-ce que ça ne relève pas un peu d'une sorte d'ironie? Surtout quand on sait que vous avez bénéficié justement de ce parrainage. Écoutez, que moi je parvienne à en avoir ne doit pas m'empêcher de penser que des gens ont été exclus par ce système. Est-ce à Il dire a que vous auriez voulu voir le Parti Les Démocrates compétir à Pourquoi cette pas? élection? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout à fait normal. Il faut que ce soit pluriel. Monsieur Parentin, nous allons évoluer dans le débat. Vous avez également insisté sur le volet sécurité et défense. Vous le savez, dans la partie septentrionale du pays, de plus en plus, nos forces de défense et de sécurité sont souvent éprouvées par des personnes qui viennent souvent nous semer la zizanie, le terrorisme un peu partout. Aujourd'hui, vous, dans votre projet de société, vous en parlez un peu plus. Qu'est-ce que vous proposez aux populations, surtout ces populations du septentrion qui vivent au quotidien cette terreur? À l'entame, je dois avoir une pensée pour tous ceux qui sont tombés dans ce phénomène et saluer les forces de défense et de sécurité pour leur bravoure. Euh, c'est un problème sérieux qu'il faut régler. Pour le régler, il faut d'abord que euh, la formation de nos agents soit plus accrue, plus soutenue, adaptée à ce type d'attaque. Parce que ce n'est pas ce pourquoi nos forces sont formées. C'est qu'il y a une armée en face et eux là, et puis bon, Mais si on est ici, face à une guerre symétrique. voilà. Ici, c'est une guerre atypique et donc il faut que les gens soient formés pour. Deuxièmement, il faut équiper l'armée sérieusement pour que, depuis les airs, qu'ils puissent donc détecter des mouvements et anticiper sur l'intervention de ces gens-là. Deuxième, en outre, moi, je pense qu'il faut normaliser les relations avec les pays voisins pour que, de part et d'autre, il y ait une pression sur ces zones qui abritent ces personnes dangereuses pour la sécurité donc, de notre pays. Nous n'avons pas besoin de nous intéresser euh, aux politiques intérieures des autres pays, mais trouver quand même la passerelle malgré nos différences, n'est-ce pas, pour que nous puissions éradiquer ce phénomène. Je crois qu'en nous donnant la main, nous pouvons le faire. Monsieur Paul Roupet, nous ne saurions finir cette émission parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Ce serait un crime de lèse-majesté que de ne pas parler de la presse, puisque votre policier est un pur produit de la presse. Dites-moi, nous allons parler de la liberté de la presse. Vous le savez très bien, le Bénin a reculé dans certains classements mondiaux. Comment comptez-vous garantir une presse libre et indépendante? La restriction de la liberté se repose sur des textes de loi. C'est-à-dire qu'on ne peut restreindre la liberté qu'en se fondant sur les lois
qui sont en présence. Je crois que la loi sur la communication et le code du numérique sont deux lois, n'est-ce pas, qui régissent votre monde, mais il semble que ce que vous avez gagné d'un côté, vous le perdez de l'autre. Et je crois qu'il faut aller à une relecture de ces lois pour d'abord garantir et dépénaliser certains traitements donc de l'information. En dehors de ça, je crois que le plus gros problème, c'est comment la presse nourrit euh, son homme. C'est de ça qu'il s'agit. De plus en plus, nous sentons une paupérisation donc de ce secteur-là. Donc, concrètement, il y a des problèmes qu'il faut régler. Des gens peuvent rentrer dans ce monde avec un petit diplôme, mais devenir des journalistes ou bien des acteurs de référence. Quand il y a un journaliste de renommée internationale, il est comme une identité pour le pays. Il y a des journalistes de renom. Ouais. Si nous en fabriquons chez nous, en l'accompagnant, en aidant les gens, en les élevant, c'est que c'est notre pays qui grandit. Vous entendez des noms et puis vous réjouissez parce que ils ont grandi dans le métier et sont devenus donc de véritables références. Oui. Donc, l'encadrement, la formation reste prioritaire à travers la HAC et en tout cas, moi, je pense qu'il faut réformer également à ce niveau. Aujourd'hui, heureusement, celui qui est à la tête du secteur, saluons ça. Mais demain, on peut nommer n'importe qui à la tête sans que ça ne soit quelqu'un de votre secteur. Donc, il faut faire en sorte que les professionnels soient plus présents. Comment est-ce que vous pouvez accompagner la presse, surtout en ce qui concerne l'aide de la presse à l'État, l'aide de l'État à la presse, pour que nous ayons des organes de presse crédibles, parce qu'un organe de presse bien crédible peut permettre aux journalistes d'être vraiment épanouis. Je crois qu'à ce niveau, c'est toujours de faire en sorte qu'il y ait de véritables entreprises de presse. Si euh, vous êtes dans une entreprise, que cette entreprise-là respecte les règles, ça va profiter à chacun. Au lieu que les patrons s'approprient tout et ne font pas en sorte que ce soit le patrimoine de l'entreprise, eh bien, ça échappe à tous les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et chacun décide donc d'aller créer son organe, etc., et tout est émietté. Donc, l'aide doit être d'abord une réalité et ça doit être entouré d'une règle consensuelle. Et puis après, que chacun puisse, disons, effectivement profiter de ça et que les patrons soient dans leurs limites et que une bonne gestion entoure donc ces aides que l'État peut donner à ce secteur. Vous parlez tantôt de réformer la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, notre structure de tutelle. En quoi faisant concrètement, Monsieur Paul Roupet? Les lois organiques sont là pour faire en sorte que ça soit aux mains donc On de... voit que cet acte-là sanctionne de plus en plus les médias. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette institution de tutelle puisse plus nous protéger que sanctionner? Il faut élire tous les membres. Il faut éviter que ce soit l'exécutif qui nomme. Il faut faire en sorte que euh, euh, il y ait véritablement séparation de pouvoir. Si tout ça là peut être observé, je crois que euh, les cas que nous constatons ne pourraient plus arriver. Ouais. Est-ce que vous allez nous faciliter l'accès à l'information? Bien sûr, puisque c'est un droit que de demander à accéder à l'information. Une presse bien organisée, une presse suffisamment libre est un facteur de lutte contre la corruption et les dérapages. Nous voulons faire un certain nombre de propositions au peuple béninois. Mhm. C'est-à-dire que quoi? Nous allons faire en sorte que la société civile soit plus active, plus libre,
et que annuellement, il y ait un forum donc, de la société civile pour que nous ayons une remontée de tout ce qui, n'est-ce pas, touche au peuple et euh, que les gens ont de difficultés à dénoncer. Et donc là-dedans, la presse trouve bien son compte parce que vous devriez être là pour empêcher les dérapages, la corruption et la mauvaise utilisation des ressources du pays. En dehors de ça, nous pensons qu'il faut une journée des partis politiques, c'est-à-dire créer des rencontres pour que les Béninois ne se regardent plus en chien de faïence et qu'ils aient plusieurs occasions de se parler. Aujourd'hui, chacun évolue dans son camp et nous n'arrivons pas à nous parler. Donc, il faut une journée des partis politiques pour donc que des débats se fassent sur des questions qui nous touchent tous, et des problèmes spécifiques, et que chacun vienne, du point de vue de son idéologie, de sa conception donc de la société, vienne dire sa solution. Pourquoi pas? On peut se chamailler, se dire beaucoup de choses, mais à la fin, qu'il y ait des conclusions. Et que ces conclusions-là remontent soit vers le Parlement ou soit vers le gouvernement qui va donner donc des instructions à des ministres sectoriels pour donc prendre des décisions de résolution donc, de ces problèmes. Vous allez voir qu'il n'y aurait plus de problèmes laissés, des frustrations, etc., qui pourraient déboucher sur donc des crises. Paul Rompin, nous sommes à la fin de cette émission, mais très rapidement, est-ce que vous avez un message pour vos électeurs, certainement, qui vous suivent en ce moment, et ils ont écouté les solutions que vous voulez proposer, si éventuellement ils vous accordent leur suffrage? Un message à vos militants. Oui, je terminerai en disant à nos compatriotes que les années à venir, les Béninois pourront se côtoyer et rester ensemble en paix et pourront voir un certain nombre de leurs problèmes réglés de façon drastique. Les dialysés peuvent maintenant se frotter les mains, les AME, etc. Tous les problèmes seront abordés et nous pensons que ce qui est essentiel, c'est que notre démocratie retrouve ses lettres de noblesse. Voter pour le duo Paul Rock-Ouanou, c'est opter pour la paix pour notre pays. Merci Merci beaucoup. à vous d'avoir accepté de faire cet exercice avec nous. Merci aussi à vous, Carole. Merci Ulrich, merci Monsieur Paul Rompé. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter très bonne chance pour la suite. Alors, chers amis téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission qui a été co-organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la SRTB, la télévision nationale. À très bientôt.